Avant de passer la parole à Ségolène Dupont, qui n'a pas changé de poste depuis hier, qui est toujours déléguée générale de la CPNEF audiovisuel, à Jacques Aubert, qui est à côté de moi, qui est le directeur relations institutionnelles de l'AFDAS, et à Ariane Robineau, qui vient de nous rejoindre à l'instant et qui est donc ingénieur R&D pour la société Carnot. Je vous propose juste d'écouter un message de Leslie Thomas, qui est la secrétaire générale du CNC, qui est en charge de cette question, notamment de transition écologique, qui n'a pas pu être ici, mais qui nous a envoyé un message sur leur plan action, dont vous avez sans doute entendu parler. Christophe, si tu peux nous lancer la vidéo. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis désolée de ne pas être présente parmi vous aujourd'hui, d'où le truchement de cette vidéo enregistrée. Je souhaitais revenir sur le plan action, car comme vous le savez, le CNC a souhaité s'engager dans la transition écologique et énergétique des professions du cinéma et de l'audiovisuel, dans le cadre d'un plan qui a été baptisé Action. Cette politique publique qui a été annoncée fin juin lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ici au CNC, et elle a été par ailleurs reprise en juillet pour le Festival de Cannes, bénéficie du soutien de Caroline Proust, qui est marraine du projet, ainsi que de Yann Arthus Bertrand, qui lui est le parrain de cette belle opération. Cette stratégie s'est bâtie dans un principe de progressivité dans le temps entre les années 2022 et 2024. C'est une politique publique qui s'inscrit dans le cadre des engagements du président du CNC, Dominique Boutonnat, qui avait dès 2020 indiqué ses orientations en matière environnementale et de responsabilité sociétale. Alors, quels sont les objectifs poursuivis par le plan Action ? Au CNC, nous considérons que la transition écologique et énergétique, c'est une opportunité et que nous devons accompagner les professionnels dans cette transition. C'est extrêmement important pour nous d'être dans une approche positive. Cette politique poursuit ainsi plusieurs objectifs. Tout d'abord, aider les professionnels à mesurer leur impact pour mieux le réduire. Aujourd'hui, nous sommes, vous le savez, tous face à une urgence climatique et je ne reviendrai pas sur le dernier rapport du GIEC qui est très alarmant pour nous en convaincre un peu plus. Deuxième priorité, c'est d'aider les professionnels à anticiper et à s'adapter aux effets du changement climatique. La troisième priorité, c'est de faire de la filière un moteur de la transition écologique et énergétique, de manière à nous donner un certain nombre d'outils. Notre objectif est donc de devenir en peu de temps un pays qui soit mieux-disant écologiquement, notamment pour l'ensemble de nos métiers. Par exemple, quand on regarde l'appel à projet Choc de modernisation qui a été lancé en 2021 et qui a été doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros, on constate que c'est un des moyens d'y parvenir. C'est-à-dire que nous avons décidé d'accompagner la transformation et la modernisation de l'appareil productif, qui est à la fois un enjeu d'attractivité internationale et un enjeu de production des œuvres pour l'avenir. Comment nous avons procédé pour bâtir ce plan Action ? On s'est tout d'abord doté d'une équipe à l'interne, d'une équipe pilote, autour de la direction de la communication et du secrétariat général. Et puis nous avons fait appel à 4 experts qui nous ont accompagnés pendant quasiment 6 mois. Ce groupe d'experts, qui sont des spécialistes du domaine de l'environnement, ont travaillé à la fois avec une dizaine de professionnels de toutes les branches et en même temps, ils se sont rapprochés d'un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient associatifs ou d'autres collectifs. Alors, nous avons eu Marie Carrega qui nous a accompagnés sur les questions de moyens techniques. Aurélien Bigot, lui, s'est mobilisé sur tout ce qui relève des mobilités. Clémence Lacharme, elle, a travaillé sur les enjeux d'approvisionnement et de traitement des déchets. Et enfin, Maxime Efouy-S, lui, a travaillé plutôt sur les enjeux de sobriété numérique et tous les outils du numérique. Nous avons présenté les premières orientations aux organisations professionnelles et avons travaillé avec les diffuseurs historiques. Alors, je pense notamment à Arte, France Télévisions, Canal+, TF1, M6. Audience nous a accompagnés dans cette démarche, l'ADEME, l'AFDAS, mais aussi le ministère de la Culture. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, on a fait appel à différents collectifs et associations qui, dans ces domaines, ont un grand niveau de maturité et sont souvent très avancés sur les sujets. Quelles sont les grandes lignes du plan Action ?
L'idée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de se donner 3 années pour déployer le plan entre 2022 et 2024. L'année 2022, c'est l'année 1, celle qu'on a appelée celle d'un futur désirable. Il s'agit de déployer une stratégie de sensibilisation et d'incitation à l'action. Et pour ce faire, nous avons déterminé 5 actions principales. La première, c'est la mise en place d'un observatoire de la transition écologique et énergétique qui se construit autour d'études ou de sondages. Le bilan carbone des salles de cinéma a été lancé il y a quelques semaines. On devrait avoir les résultats en tout début d'année 2022. On fera un autre bilan carbone qui sera celui des studios de production. Et on a lancé là aussi la semaine dernière un sondage pour maîtriser, pour connaître le niveau de maturité des professionnels en matière des enjeux environnementaux. Le deuxième axe de travail, c'est celui de la définition d'une méthode pour un calculateur carbone des œuvres qui nous permettra de mesurer l'impact carbone de ces dernières. C'est un travail qui se construit en étroite collaboration avec les diffuseurs. Le troisième volet de l'année 2022, ce sera la mise en place de formations initiales dans les écoles de cinéma, d'animation et de jeux vidéo, avec notamment les financements de Audience et de BNP Paribas. Le quatrième axe, c'est celui qui vise à mettre à disposition des professionnels des ressources et des guides de bonnes pratiques professionnelles. Et enfin, on va bien évidemment, sur cette année 2022, valoriser toutes les actions existantes, les initiatives qui émergent chez les professionnels et participer à des festivals, des rencontres comme on le fait aujourd'hui. L'année 2 du plan Action, c'est l'année 2023. Il s'agira là de définir les règles du jeu, à savoir les normes et les moyens renforcés qui seront à terme applicables à la filière. 3 axes prioritaires ont été définis et feront l'objet de concertations avec le secteur. Je pense notamment au bilan carbone, puisque l'objectif est de pouvoir réfléchir aux modalités qui permettront de rendre obligatoire un bilan carbone pour toute œuvre ou pour tout projet financé par le CNC. Je pense aussi à l'accompagnement des structures pour la rénovation thermique des bâtiments. Alors on pense aux salles de cinéma, mais bien évidemment aux studios de tournage aussi. Et enfin, il faudra que nous puissions travailler à la définition d'objectifs à atteindre dans les domaines de l'approvisionnement, de la gestion des déchets, de la mobilité et du numérique. Enfin, l'année 3, l'année 2024, sera celle qui permettra d'appliquer de nouvelles obligations. Les professionnels disposeront alors d'outils et de moyens pour poursuivre leur transition écologique et énergétique. À charge pour le CNC de mettre en place les différentes modalités de mesures basées sur des budgets carbone ou sur des bilans carbone de référence. Et on pourra envisager alors une conditionnalité des aides au respect par les demandeurs de certaines de ces obligations. Voilà, je souhaitais vous présenter de manière assez rapide et synthétique le projet dans lequel nous nous inscrivons, mais je tenais tout particulièrement à faire un focus dans le cadre de ces rencontres sur les formations initiales et les formations continues qui vont aussi intéresser toutes les écoles, tous les professionnels, le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et bien évidemment de l'animation. Sur recommandation des experts environnementaux qui ont été associés au projet, donc le CNC a décidé, lui, de se positionner sur des formations à destination des étudiants et des enseignants en première année d'école supérieure. Donc nous avons choisi d'embrasser, j'ai envie de dire en quelque sorte, tout ce qui est le champ de la formation initiale. Cette proposition qui va être mise en œuvre dès la rentrée 2022-2023 vaut pour toutes les écoles entrant dans le champ d'intervention du CNC, l'animation compris. Cette formation, qui est non certifiante, elle est destinée à faire connaître les enjeux liés au changement climatique, ainsi que toutes les bonnes pratiques professionnelles qui permettront d'agir pour des productions plus responsables des œuvres. La formation sera proposée gratuitement à toutes les écoles et elle sera délivrée en présentiel à compter de la rentrée de septembre 2022-2023. Et ce, pour les 4 prochaines années. Ça, c'est un enjeu aussi important, c'est-à-dire qu'il nous faut couvrir et structurer l'offre sur un long temps. Je souhaitais conclure en faisant une mention particulière sur la formation continue certifiante. Cette dernière a été initiée par la CPNEF Audiovisuel et je salue l'efficacité avec laquelle les travaux ont été conduits. C'est une formation qui a été bâtie en collaboration entre les branches professionnelles et les experts métiers, eux-mêmes d'ailleurs, pour répondre au mieux aux besoins des professionnels. Sur ce point, je laisse la parole à Ségolène Dupont qui va vous préciser les modalités de mise en œuvre de cette formation ainsi que son calendrier. Je vous remercie et je vous souhaite de belles rencontres en espérant qu'il y en aura d'autres puisque désormais ces sujets vont constituer notre actualité. À très bientôt. Leslie fait tout à ma place, donc je vais laisser la parole tout de suite à Ségolène. Merci Leslie.
Bonjour à tous, donc Ségolène Dupont, déléguée générale de la CPNEF. Je tiens à préciser que je suis la porte-parole de travaux qui sont faits vraiment en collaboration avec un ensemble de professionnels et les partenaires sociaux. Voilà, j'y reviendrai en fin d'intervention. Donc côté CPNEF, on s'est saisi de cet enjeu un peu en même temps que l'ensemble de tous les acteurs. Enfin, il y a eu quand même des gens qui travaillent dessus depuis un peu plus longtemps. On s'est dit il faut qu'on puisse proposer une réponse qui soit co-construite, qui devienne potentiellement une référence en termes de certification et qui soit unique. Donc on a travaillé sur la création d'une certification qu'on a nommée aujourd'hui déployer une démarche éco-responsable dans sa pratique professionnelle au sein de la production audiovisuelle et cinéma, et évidemment animation. Ces travaux se sont développés dans un cadre particulier. Si vous étiez là hier, Béatrice de l'AFDAS en a parlé. Il faut que j'en parle. Je n'ai pas mis tous les logos, mais donc il y a l'AFDAS, le ministère de la Culture, le ministère du Travail, le ministère des Sports. Voilà, c'est tout en bas. Donc je ne vais pas revenir dessus sur cette urgence climatique, sur notre besoin de pouvoir transformer un peu nos pratiques professionnelles. Évidemment, on a travaillé un peu en parallèle et en concertation avec tout ce qui s'est construit au CNC sur le plan action. Ils étaient observateurs au sein de nos travaux. Et surtout, je tiens vraiment à le préciser, on participe tous à rendre plus éco-responsables nos métiers et nos secteurs. Et donc, il y a de multiples initiatives et je souhaite qu'on puisse les voir plutôt en complémentarité. Donc les branches professionnelles, on va proposer une certification unique, qu'on souhaite qu'elle devienne une référence. Il y a aussi tous les travaux de sensibilisation qui sont mis en place par l'association EcoProd. Et je sais que Jacques va parler de toute l'offre de formation qui est mise en lumière par l'AFDAS. Donc tout ça, c'est une offre diversifiée qui, en fonction de vos entreprises et de vos métiers, peuvent répondre à vos besoins sur moyen, long et évidemment court terme. Une certification, pourquoi ? Parce qu'on a besoin évidemment d'apporter une réponse adaptée à nos besoins métiers. Quelque chose de certifiant parce que ça a l'atout de pouvoir attester des compétences acquises. À la fin d'un parcours de formation, il y a une évaluation. Donc pour le professionnel qui sera diplômé et pour l'employeur qui a ce souci d'identifier des personnes sur cette thématique, c'est vraiment un marqueur fort. Et ensuite, que ce soit certifiant, il y a des financements. Le financement peut être facilité dans le cadre de la formation professionnelle continue avec la mobilisation du compte personnel de formation. Sur cette certification, on a souhaité qu'elle soit avec des couleurs un peu différentes. C'est-à-dire que nous, certificateurs, CPNEF de l'audiovisuel, on va délivrer ce fameux parchemin en fin de parcours, mais on n'a pas cette compétence et cette capacité de pouvoir proposer des parcours de formation progressifs qui vont préparer les candidats à la certification. Et donc on va habiliter un certain nombre d'organismes de formation. On va commencer modestement par 5 à 8 et puis après on va certainement monter en puissance parce qu'on imagine bien que le besoin va se faire plus massif. Et on a souhaité, pareil, proposer des parcours qui soient un peu différents, mais qui mènent à une certification unique. Je m'explique. On va attendre des organismes de formation qui puissent nous proposer des parcours de formation soit généralistes, soit axés sur un métier en particulier, par exemple la régie, le décor, la coiffure, soit sur un secteur particulier. Parce que vous en conviendrez, par exemple, pour l'animation, les enjeux et les leviers ne sont pas tout à fait les mêmes que sur la prise de vue réelle. Même s'il y a évidemment un socle de questionnement et de comment est-ce qu'on imagine et réinvente son métier pour se transformer et à obtenir des productions plus éco-responsables. Pour qui ? Donc là, c'est vrai que Leslie m'a fait un boulevard. C'est vrai qu'on s'adresse plutôt à ceux qui sont en poste aujourd'hui et on s'adresse à chaque professionnel.
on s'est beaucoup posé la question sur quel type aussi de certification. Et là, on a pris en collaboration avec tous les partenaires de ces travaux, tous les acteurs, on s'est dit qu'on allait plutôt offrir une première brique qui correspond à, dans mon métier, qu'est-ce que je peux faire sur mon périmètre métier, qu'est-ce que je peux faire pour travailler de façon plus écologique. Donc c'est vraiment une certification qui s'adresse à tous, quel que soit son périmètre de responsabilité ou de management, d'encadrement. Voilà, et c'est ce que j'ai mis à l'écran. Comment on l'a fait? Je reviens un tout petit peu sur comment est-ce qu'on l'a construit. On a engagé ces travaux en décembre 2019. On a associé des experts métiers, des sociétés de production, en prise de vue réelle comme en animation, les partenaires sociaux, des acteurs vraiment très identifiés sur la problématique, Ecoprod, la commission supérieure technique image et son. Film France nous a rejoints avec tout le bureau des tournages. Je salue l'agence Grand Est qui a été assez riche en ressources et en accompagnement avec nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le CNC était observateur et on y a tenu beaucoup. Et ces travaux se sont déroulés en 2 phases. Bon, c'est un peu habituel pour nous, mais que je vous indique comment on procède à chaque fois. On se pose déjà la question, est-ce que c'est opportun? Est-ce que la réponse certification est la bonne? Donc, on a conclu que c'était une bonne idée, une bonne piste. Et après, il y a ces questionnements. Est-ce qu'on va créer une certification qui amène à un métier ou à une compétence complémentaire à un métier? Donc là, il y a eu énormément de discussions. Et cette question de la maturité des entreprises, de la maturité de nos secteurs pour est-ce qu'il y a nécessité de créer un métier de responsable en éco-management, d'éco-manager, enfin ça, des intitulés, on peut toujours en trouver. Et peut-être que c'est trop prématuré, ça veut quand même dire ajouter une personne sur une prod. Donc on est parti sur cette première brique, déployer une démarche éco-responsable dans sa pratique professionnelle. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie est plus technique, c'est vraiment quelles sont les compétences à mettre en œuvre et qui puissent correspondre à toutes les réalités et tous les environnements professionnels qui existent en audiovisuel comme en cinéma, comme en animation. Et comment est-ce qu'on va évaluer ces compétences? Où en est-on aujourd'hui? Alors un certain nombre d'entre vous l'ont vu passer. C'est vrai que ça va être un peu court maintenant, mais je suis évidemment disponible pour pouvoir répondre à vos questions. On a lancé un appel à propositions auprès des organismes de formation. La clôture de cet appel à propositions est le 15 décembre. Au mois de janvier, on va sélectionner les parcours de formation qui nous semblent correspondre le plus à cette philosophie et aux besoins terrain. Ensuite viendra une habilitation des organismes de formation, une période évidemment d'ajustement pour pouvoir offrir quelque chose sur tout le territoire. Ce sera au 2e trimestre. Et on peut imaginer des premières entrées en formation au cours du 3e trimestre 2022. Voilà, merci beaucoup. Et vous avez pas mal d'informations sur notre site internet. Et je vous ai remis dans les petites cases Jade Robin, qui est ici, qui travaille avec moi, et les 4 membres de notre bureau à la CPNEF. Donc, sont au bureau le syndicat des producteurs indépendants, la CGT, F3C-CFDT et Anime France. Merci beaucoup. Merci Ségolène. Jacques-Béatrice et Claire l'ont évoqué hier. Donc les missions de l'AFDAS en termes de RSE évoluent et la transition écologique fait partie d'une de ces missions. Merci. Oui, ça s'affiche bien, effectivement. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, nous, traditionnellement, on va dire 5 grandes missions à l'AFDAS. Alors, bon, c'est pas très drôle, c'est défini par le Code du travail, c'est un peu austère, mais c'est comme ça. Donc, on a une première mission qui est celle d'accompagner les entreprises dans le développement de la formation professionnelle et notamment les entreprises de petite taille, de moins de 50 salariés. Donc aujourd'hui, c'est notamment par le montage des plans de formation des entreprises et l'accompagnement des collaborateurs de ces entreprises.
On a une mission qui est très fortement renforcée depuis 2018, c'est le développement de l'alternance, notamment les contrats de professionnalisation, l'apprentissage. Aujourd'hui, ça concentre à peu près 80% des financements de l'AFDAS qui sont dédiés au développement de ce type de contrat, de ce type d'enseignement et qui correspond vraiment aux orientations de la dernière loi de réforme de la formation professionnelle. On se doit aussi de développer l'accès à la formation pour nos publics particuliers. Et ça, c'est une spécificité de l'AFDAS. Les autres opérateurs du même type que nous ne font pas cela. Donc nous, nos publics particuliers, c'est les intermittents du spectacle, c'est les artistes-auteurs, c'est les pigistes de la presse, c'est les saisonniers. On va dire c'est toutes les formes de salariat un peu atypiques et qui nécessitent des réponses emploi-formation qui soient différenciées du restant de la population. Et on a 2 autres missions qui sont sur l'accompagnement des branches professionnelles, donc à travers la définition des études emploi, des études certification, donc notamment ce que vous a été présenté par Ségolène sur la réalisation de certification, et l'accompagnement des grands secteurs aux mutations économiques, qui, en ce moment, avec la crise qu'on traverse, ces mutations économiques, c'est pas quelque chose de totalement vain. Et puis comme on n'était pas assez occupé, donc la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, donc c'est une loi qui a été votée cet été, nous a rajouté une 6e mission qui est celle d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable, de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique et notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. Voilà, donc c'est une phrase un petit peu complexe, un peu alambiquée, mais qui nous positionne en tant qu'opérateur de compétences sur un rôle assez moteur de diffusion de la formation liée à la transition écologique pour contribuer à la transformation de l'économie française et notamment au passage à l'économie décarbonée et l'économie verte. Voilà, donc ça c'est un grand principe et un grand objectif aujourd'hui des politiques publiques. Donc nous, sur ces aspects-là, c'est vrai que la transition écologique, on l'englobe plus globalement dans le concept de responsabilité sociétale des entreprises, puisque, comme je vais vous le présenter, on pense, et je pense que c'est une croyance qui est partagée par beaucoup de monde, que la transition écologique en soi, toute seule, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est pas accompagné d'une transformation globale du monde du travail, du monde de l'entreprise, et d'une responsabilité forte et d'un engagement fort. Et derrière, il y a d'autres piliers aussi que l'écologie, qui sont aussi une responsabilité sociale, un emploi responsable, qui sont aussi la mise en avant d'un certain nombre de valeurs qui font derrière système et qui permettent quelque part le changement. Donc la RSE, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis de nombreuses années maintenant. Donc là, on vous a mis une petite chronologie qui commence en 2016. Donc par des choses assez simples, puisqu'on avait on a un expert RSE dans notre organisation depuis cette période, qu'on avait commencé aussi tout de suite après, en 2018, à lancer ce qu'on appelle, nous, les offres clés en main, qui sont des offres de formation qui existent entre guillemets sur étagère dans nos catalogues de formation et que les entreprises peuvent se saisir assez facilement. Donc c'est une offre qui est négociée avec des organismes de formation, qui est standardisée en termes de contenu et qui permet pour une entreprise de petite taille de trouver assez rapidement ce dont elle a besoin sans s'affronter aux méandres de l'ensemble des organismes de formation de la Terre entière. Voilà. Donc on a construit aussi un autodiagnostic RSE, donc qui est disponible sur notre site internet, qui permet déjà aux entreprises d'obtenir un premier positionnement. On avait lancé en 2019 les appuis conseils RSE, toujours, dont Béatrice vous a parlé hier. Donc ça aussi, c'est quelque chose de supplémentaire dans la brique d'accompagnement, ce qui fait que ces entreprises qui sont candidates à ça peuvent se faire accompagner par un cabinet expert et on va dire lancer des plans d'action internes sur ces aspects-là. On a renforcé aussi notre communication, donc on a des capsules vidéo aujourd'hui qui sont sur notre site aussi, qui sont des témoignages d'entreprises qui se sont inclus dans des politiques RSE et avec des témoignages assez forts de dirigeants qui expliquent ce qu'ils en retirent. Et puis, est arrivée la loi aussi climat et ces aspects-là, et notre conseil d'administration a décidé de renforcer notre offre de formation clé en main. Et derrière, on est en train de faire, là, sur la fin novembre, le lancement
donc qui sera en ligne la semaine prochaine, d'une offre de formation clé en main sur la transition écologique. Voilà. Donc, je vais juste passer l'ensemble parce que les animations peuvent être un petit peu pénibles. Oui, voilà, on n'en fait pas tous. Donc pourquoi pas que la transition écologique? Pourquoi l'ensemble de la RSE? Donc la RSE, c'est 3 piliers. Un pilier environnemental. Bon, là, on va retrouver l'écologie. Un pilier économique qui est aussi lié au fait de faire d'être d'une entreprise responsable dans ses affaires vis-à-vis du monde économique. De ne pas jouer aussi de jeux concurrentiels, d'avoir une approche du marché qui soit responsabilisante et un aspect sociétal derrière, c'est-à-dire concrètement, on est dans une entreprise qui a une relation au travail qui est conforme, qui est vertueuse et on peut parler de toutes les relations, tous les concepts de conditions de travail que vous connaissez, ceux dont on a parlé aussi. Par exemple, typiquement, une entreprise qui fait des contrats de travail conformes à la réglementation et qui n'abuse pas des auto-entrepreneurs. Voilà, pour être assez direct par rapport au débat qu'on a pu avoir. Donc tout ça s'entrechevêtre, fait système. Et une fois qu'on a coché tous les piliers de la RSE, on est au milieu de la zone de rencontre. On est sur ce qu'on appelle le développement durable. Et qui permet aussi d'avoir une activité en tant qu'entreprise, en tant qu'être humain, qui soit soutenable pour la société, qui soit soutenable pour le monde et qui permette de prospérer dans le temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Mais derrière, il faut aussi que les entreprises en tirent un intérêt en termes de mode de fonctionnement. Donc, ces nouvelles formes de développement d'économie permettent aussi de tirer une éthique des affaires, de mettre par exemple des politiques responsables d'achat, c'est-à-dire on n'achète pas n'importe quoi, produit n'importe où, n'importe comment, de faire vivre dans son écosystème local toutes les notions de circuit court, de travailler avec l'économie locale et de ne pas faire venir des produits qui viennent de l'autre bout du monde, et derrière de pouvoir aussi réduire ses impacts environnementaux, porter des valeurs sociales, apporter aussi ce qu'on appelle aussi des notions de marque employeur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous portez l'ensemble de ces choses-là, vous êtes aussi bien placé pour l'afficher vis-à-vis de vos salariés et de vos clients, et derrière de porter un certain nombre de valeurs qui vont donner une connotation de communication à ces entreprises vis-à-vis du restant de la société. Donc, hop, ah oui. Voilà, donc on a pas mal d'exemples en ce moment de différentes entreprises qui ont travaillé sur ces notions de RSE avec nous. Bon, là, une du secteur, Timto, je vous ai enlevé toutes celles qui étaient de l'ordre du spectacle vivant, donc qui travaillaient, je crois que c'est avec vous, sur la récupération de... Alors, c'est malheureusement pas avec nous, mais on est très ouvert à la discussion. Bon, voilà, donc ça tombe à plat. Mais sur la récupération de la chaleur des serveurs pour chauffer une piscine, un équipement public. Donc voilà, c'est des exemples qui nous permettent de nourrir, par exemple, vis-à-vis des autres entreprises, qu'effectivement, il y a des entreprises qui s'engagent, qui font des choses, et qui, derrière, donnent aussi envie aux autres de s'impliquer dans ce genre de politique. Donc nous, notre offre de service maintenant, elle est découpée en 3 niveaux. Donc un premier niveau de sensibilisation, donc avec notre autodiagnostic RSE, nos pastilles vidéo, nos films de sensibilisation entreprise. Un axe se former avec l'offre de formation clé en main, donc qui sera mis en ligne la semaine prochaine. Et puis un axe accompagné, donc avec les appuis conseils qui existent maintenant depuis longtemps au niveau de l'AFDAS. Donc, normalement, si tout se passe bien, le 29 novembre, donc vous aurez une nouvelle page au sein du site de l'AFDAS qui va vous présenter toutes ces offres de formation, hein, donc qui ont été référencées par appel d'offres par nos services. Donc, ils ne sont pas forcément des formations certifiantes, ils sont souvent des formations courtes, donc ils sont complémentaires aussi des autres politiques de certification. Et qui, pour le coup, sont souvent des nouveaux formats de formation qui ont été créés pour l'occasion par des organismes de formation,
qui sont aussi souvent des formations qui sont possibles de réaliser à distance. Et c'est vrai que ça, c'est un point très important depuis 1 an et demi maintenant. Il y a une digitalisation à marche forcée de la formation professionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forte appétence aussi des salariés et des entreprises de pouvoir faire ces modules de formation en distanciel. Donc là, vous avez à peu près tous ces modules qui sont disponibles à distance et qui se rangent sur différentes thématiques, donc avec sa part de la sensibilisation, l'acculturation des collaborateurs, à l'adaptation des métiers et des compétences nécessaires, au management quotidien jusqu'à la stratégie d'entreprise, où là, on est un peu plus sur des formations experts, plutôt dédiées à des publics dirigeants ou top managers. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été construit par nos services internes et qui doivent permettre à l'ensemble des entreprises adhérentes à l'AFDAS de pouvoir piocher sur l'ensemble de ces formations et de pouvoir utiliser ce panel de façon intéressante. Voilà, donc on vous a remis aussi quelques mots sur notre offre appui conseil. Donc là, nous, on a mis tous les logos bleu, blanc, rouge avec toutes les Mariannes de la Terre entière. Bon, je ne sais pas pourquoi on met celui du ministère des Sports, parce que ça ne vous concerne pas vraiment votre secteur, mais bon, ça fait plaisir. On pense à eux. Et puis on a aussi un ensemble de verbatim qui sont tirés en fait d'expériences réelles. Donc voilà, qui apporte aussi une crédibilisation à la démarche RSE. Pourquoi je souhaite initier cette démarche, comment je peux le faire, quelles solutions je peux offrir à chaque fois, comment former mes salariés. Donc évidemment, il y a l'offre clé en main de l'AFDAS, comment je prends conscience déjà de ce que je fais. Bon, là c'est marqué, je fais déjà des choses, je trie les papiers. Et si vous faisiez votre auto-diagnostic pour aller un petit peu plus loin quand même, voilà. Et derrière aussi, pouvoir aussi convaincre, et c'est notamment la place des pastilles qu'on a mis en ligne, et puis des films autour de la RSE qu'on pourra regarder sur notre site internet. Voilà, donc on a aussi d'autres offres clés en main qui sortent en ce moment, notamment sur l'égalité femmes-hommes. On va avoir aussi une offre qui va bientôt sortir autour des questions de harcèlement sexuel, de violence. Ça aussi, c'est des choses dont on a parlé durant CERAF qui sont très importantes aussi pour nous en termes de mission, en termes d'affichage et en termes de disponibilité mise sur les entreprises par rapport à l'ensemble de ces formations. Donc c'est vrai que ça s'inscrit aussi plus globalement sur une offre de formation que nous, finalement, on met en lumière vis-à-vis des entreprises et qui marque aussi notre volonté d'être un acteur social responsable par rapport à la formation professionnelle et disponible pour les secteurs que nous couvrons, qui sont la culture, le tourisme et le sport. Et j'en finirai par là. Merci beaucoup. Tu as fait un peu courir. Merci. Mais alors, donc on reviendra sur tous ces sujets, mais on va continuer évidemment sur la transition écologique, puis on va permettre aussi à Ariane d'expliquer vraiment ce qu'elle fait, puisque tu lui prêtais quelque chose qu'elle ne faisait pas. Donc voilà, maintenant elle aurait pu le faire, absolument. Mais donc elle va nous dire exactement de quoi il s'agit. Et on parlait de mesures d'impact, et notamment tu vas nous présenter Carbon Facts, je crois. Mais tu as fait plein de calculs avant toi-même. C'est ça, je me suis bien amusée à faire plein de calculs que je vais vous montrer, mais ça, c'est pas mon ordinateur. Donc, ah non, j'ai mes lignes de code qui sont affichées, c'est pas du tout ce que je voulais montrer. On va faire de la programmation ? Non, j'en fais déjà bien trop, donc on va plutôt parler de l'impact du rendu d'animation 3D. Ce sera quand même déjà plus dans le thème. Du coup, oui, alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très très contente d'être là et de vous voir tous ici. C'est la première fois que je participe au Radiraf, donc voilà, ça fait vraiment plaisir de vous voir en vrai, enfin, et de vous voir autrement qu'en visio, donc c'est très chouette. Donc voilà, je suis Ariane Robineau, je fais partie de Carnot Computing, qui est une entreprise qui va aller dans le domaine pointu du rendu d'animation 3D, et je vais vous en parler un petit peu, donc de Carnot un peu, et du rendu d'animation 3D un peu plus. Voilà, donc Carnot, en fait, c'est une entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est née de plusieurs constats.
Le premier étant qu'un ordinateur, ça chauffe. Alors pourquoi ça chauffe? Un ordinateur, en fait, c'est constitué de plusieurs composants, dont le plus énergivore est le CPU, qui veut dire Central Processing Unit en anglais, et qui lui-même est constitué de milliers de petits transistors qui sont constitués de matériaux semi-conducteurs, ce qui veut dire que quand un courant électrique les parcourt, ça génère de la chaleur. Donc ça génère de la chaleur et ça peut monter jusqu'à 80-90 degrés pour les pires ordinateurs. Et en fait, cette chaleur-là, elle pourrait permettre de cuire des œufs dans certains contextes. On ne vous le conseille pas, mais c'est possible. Donc ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est que on a besoin de chauffer les bâtiments, et ça, on est en train de le ressentir de plus en plus en ce moment. Mais c'est un besoin qui est présent sur toute l'année, donc au travers de douches, de machines à laver, dans des piscines, dans des réseaux de chaleur, il y a des besoins de chaleur partout. Donc ça, c'était les deux premiers constats. Et le dernier constat, c'est qu'en fait, les solutions existantes sont extrêmement polluantes et néfastes pour l'environnement. Donc en fait, petit aparté, j'ai beaucoup entendu parler de cloud pendant tous ces 3 jours de rencontres. Le cloud, quand on en parle, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez éthéré, qui est justement dans les nuages, qui n'existe pas. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est des périphériques physiques très polluants parce que constitués de ressources rares, coûteuses à extraire et polluantes à extraire. Donc en fait, à chaque fois qu'on va se servir de nos téléphones, de nos ordinateurs et d'Internet, on va aller solliciter des infrastructures physiques qui permettent de récupérer la donnée et d'avoir accès à toutes ces informations. Et en fait, ces infrastructures sont centralisées dans des data centers. Donc c'est l'image que je passe à l'écran. Et en fait, les data centers, c'est l'usine du numérique. C'est des énormes entrepôts qui accueillent des tas d'ordinateurs, donc des tas de CPU, GPU, des serveurs en fait, on appelle ça des serveurs. Je pense que vous le savez mieux que moi aussi. Et donc c'est des usines, des gros morceaux qui consomment beaucoup d'électricité, qui sont donc centralisés sur un endroit et très polluants. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, les data centers, ça pèse pour 20% des émissions du numérique. Le numérique, pour vous donner un autre ordre de grandeur, c'est environ 4% des émissions globales des hommes et des femmes. Et ça représente à peu près autant que l'aviation civile. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Et en fait, ces 4% et donc ces 20%, ça vient de plein de choses. Déjà de l'extraction des ressources, donc des minéraux et des métaux qui permettent de construire nos périphériques. De tirage, bon ça se dit pas, mais de câbles Internet pour faire passer la donnée, de data centers, etc. Et de l'opération de ces périphériques, donc l'alimentation de ces périphériques en énergie, en électricité. Un autre problème des data centers, c'est qu'il faut climatiser pour refroidir l'ordinateur qui chauffe, et que du coup, cette fameuse usine que je vous ai montrée, en fait, elle est constituée d'ordinateurs et de serveurs, mais aussi de climatisation pour maintenir la température acceptable pour les machines, et ça dépense une énergie folle en plus pour refroidir le bâtiment. Donc, petit ordre de grandeur encore, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, les data centers qui ont été prévus d'être construits d'ici 2030 dans le cadre du Grand Paris, ça va représenter environ 1000 MW. Quand on compare à la consommation électrique du Nigeria, c'est un tiers de la consommation électrique du Nigeria. Donc voilà, c'est un débat qu'on aurait bien aimé entendre pendant la COP26, mais c'est une autre discussion. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les 3 constats de Carnot, clés de Carnot. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est des solutions qui permettent de récupérer la chaleur produite par les ordinateurs, les CPU, et les GPU, pour la transmettre à de l'eau ou à de l'air et chauffer des habitations ou des bâtiments qui ont besoin de chaleur. Donc ce que vous voyez à gauche, pour vous aussi, sur l'écran, c'est le radiateur, donc c'est notre premier produit. Et en fait, ce qu'on pousse beaucoup en ce moment, c'est la chaudière numérique qui est sortie il y a environ 2 ans et qui embarque 24 processeurs qui chauffent de l'eau et qui sont donc intégrés dans des bâtiments, dans des entrepôts logistiques, dans des piscines. Pas toutes, mais on aimerait bien. Et voilà. Donc, pour vous donner un petit exemple en vrai, voici un réseau de chaleur en Finlande. Je vais vous épargner le nom de la ville parce que je vais probablement mal le prononcer. Et là, on a une dizaine de QB, comme Carnot Boiler, c'est les noms de code, qui embarquent chacun 24 CPU et qui, du coup, permettent de faire des clusters assez conséquents qui permettent de traiter pas mal de calculs.
mais moins centralisé que les énormes data centers, donc ça permet aussi de soulager les réseaux électriques des villes. Donc ça, c'est la partie immergée, non, c'est l'inverse, émergée de l'iceberg, et en fait, il y a toute une partie que je ne vous montre pas parce qu'elle est moins visible, c'est la partie logicielle qu'on développe à Carnot, qui permet de dispatcher les calculs et les rendus d'animation sur ces infrastructures. Et en fait, ça va permettre de détecter là où la chaleur, là où on a besoin de chaleur, et d'envoyer un calcul en adéquation avec les besoins de chaleur pour équilibrer la grille et l'infra. Donc on travaille avec des studios d'animation 3D, on est très fiers d'avoir pu contribuer au rendu d'Arcane grâce à la confiance de Fortiche. Et voilà. Et donc en parlant de rendu d'animation, c'est quand même le sujet. Tout le monde fait les transitions pour moi ce matin, c'est bien. Merci, désolée Véronique. Du coup, en parlant de rendu d'animation, un jour je me suis levée et je me suis dit, et si on calculait, parce que j'aime bien calculer, combien de temps on pourrait chauffer une ville avec un rendu d'animation 3D. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un petit calcul que je me suis amusée à faire. C'est des estimations, parce qu'on n'a pas trop le droit de sortir des chiffres de prod, des prods qu'on tournait chez nous, mais ça donne une petite idée de l'impact du rendu d'animation 3D, parce que je pense que des chiffres compréhensibles et tangibles, ça permet de se rendre compte de l'étendue de la puissance électrique consommée par un rendu d'animation 3D. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à me suivre dans mon voyage pour rentrer chez moi, en commençant par aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, je suis très, très heureuse au Radiraf. Et donc, au Radiraf, c'est à Angoulême. Donc, Angoulême, c'est une jolie ville de 41 711 habitants. Et je vais opposer cette ville à un film d'animation 3D, dont voici les hypothèses. Donc, ce film d'animation 3D, c'est quelque chose que j'ai pris de manière arbitraire. Je peux refaire des calculs derrière avec d'autres paramètres ou critères. Voilà. Donc en tout cas, ces hypothèses-là, c'est un format de 90 minutes, 1h30, 24 fps. J'ai pris un nombre de retakes par frame de 15. Bon voilà, c'est un choix que j'ai fait. Et un temps de rendu moyen par frame de 3 heures sur un CPU 16 cœurs. C'est ça, pour une frame. Ah bah c'est arbitraire. Mais je m'appuie sur des chiffres de Philippe Irena, qui en avait sorti sur une conf à CGWire. Donc bon. Attends, on enregistre, Guillaume, si tu veux la parole, il faudrait que quelqu'un te passe le micro, s'il vous plaît. En tout cas, sur le nombre de retakes, j'entends bien la remarque. Il n'y a pas de souci pour refaire le calcul. J'ai une petite moulinette, donc si tu veux venir en discuter et revoir des chiffres, il n'y a pas de souci. Voilà, le micro arrive. Oui, alors la même question avec le micro. Donc retake de 15, ça veut dire qu'on a calculé le film 15 fois. Ouais. Ça me paraît hallucinant. L'expérience qu'on a eue, nous, c'était 2.3 et on trouvait déjà que c'était beaucoup. D'accord, j'entends la remarque. J'imagine que ça dépend des studios, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, je pourrais ressortir d'autres chiffres si tu le souhaites. Il y a une autre question ? Excusez-moi, je vais peut-être ajouter une petite information là-dessus. Franck Rousseau de CGWire. En fait, ça dépend du type de production. Il y a des productions où il y a énormément d'itérations, donc on peut avoir des nombres de retakes très importants. Là, notamment, il citait Arcane en exemple. Après, je n'ai pas travaillé sur Arcane, mais on peut supposer que vu la qualité de la production, il y a eu beaucoup d'itérations, donc on peut avoir des choses plus grosses que sur des moyennes de 2 itérations par frame. On va laisser Ariane quand même poursuivre pour sa démonstration, mais cette discussion technique... C'est le désavantage de montrer tous les chiffres, hein. C'est qu'après on se fait épingler. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à Angoulême avec ce film? Parce que c'est ça, en fait, il faut qu'on sache. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait combien de temps? Merci Véronique pour la transition. Du coup, je garde ces hypothèses parce que je ne vais pas les changer en direct, mais je serais heureuse de refaire une presse avec d'autres hypothèses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le nombre d'heures de rendu, qui est peut-être du coup un peu gros par rapport à ta remarque de tout à l'heure, mais ce n'est pas des choses déconnantes. J'ai déjà entendu parler de plusieurs millions d'heures de rendu pour des films d'animation 3D. Je ne parle pas de séries, là je parle de films. Bon, voilà. Donc je déduis le nombre de frames de la durée du FPS, et ensuite le nombre de render jobs du nombre de retake, désolé, et ensuite le nombre d'heures de rendu, donc j'arrive à ce chiffre-là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est chercher la consommation électrique associée. Donc ce que j'ai décidé de prendre, c'est la consommation d'une de nos machines sur notre infra, sur Carnot.
Donc je prends le TDP qui est de 180 watts, je multiplie par 1,5, donc j'explique tous mes chiffres maintenant, je multiplie par 1,5 parce qu'en fait je prends en compte la consommation de la carte mère, de la RAM, de tous les périphériques qui consomment un peu en plus et pas que le CPU. Et ensuite je multiplie ça par le nombre d'heures de rendu pour arriver à la consommation électrique du film, qui est dans ce cas-là 2575 MWh. Ce que je vais faire ensuite, c'est réaliser le même calcul pour Angoulême et trouver la consommation électrique du chauffage d'Angoulême en hiver, parce que c'est pour le chauffage, le cas d'usage du chauffage, c'est l'hiver qui est le plus important. On pourrait prendre les douches, on pourrait prendre d'autres cas d'usage, là je prends le chauffage. Donc ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée sur le site de RTE, que je vous invite à visiter parce qu'il est très bien alimenté en données. Et j'ai récupéré la consommation électrique d'Angoulême. J'ai pris 30% de cette consommation électrique pour en déduire la part de chauffage. Donc ça, c'est des chiffres de l'ADEME. Et ensuite, j'ai divisé ça par 31 pour avoir la consommation électrique moyenne du chauffage par jour pour Angoulême en janvier 2020. Et j'arrive à ce chiffre. Donc si on compare les deux chiffres, je pourrais chauffer Angoulême avec mon film d'animation, en tout cas ces hypothèses-là, pendant 4 jours, 18 heures et 56 minutes. Je vous fais grâce des secondes. Donc ça, c'est vraiment un ordre de grandeur. Après, sur une série d'animations où j'avais pris moins de retake et un temps moyen de rendu par frame moins gros, mais comme il y a plus d'épisodes, c'est plus long, enfin, on peut faire des estimations différentes. Donc ça, c'était pour ce film-là. C'était la première étape de mon voyage. Donc la deuxième étape de mon voyage, en fait, je vais aller à Bordeaux avec ma collègue qui est là-bas pour profiter de la ville et de ses plaisirs gustatifs et culinaires. Et ce que je vais faire là, c'est calculer le temps que je pourrais chauffer Bordeaux avec mon film d'animation. Donc Bordeaux, qu'est-ce que c'est? C'est une très belle ville aussi de 257 000 habitants. Et pour vous donner un ordre de grandeur, et je vais reprendre les mêmes hypothèses que tout à l'heure de mon film d'animation 3D. J'ai toujours la même consommation électrique. Je vais trouver pareil la consommation électrique de Bordeaux grâce au site de RTE, qui s'élève à 2000 MWh. Et en fait, en comparant du coup ces deux chiffres, je pourrais chauffer Bordeaux en hiver avec ce film pendant 18 heures et 36 minutes. Donc voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Je crois qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout de ton voyage, parce que je ne sais pas où tu vas. J'en ai plus qu'un. D'accord. Parce que je prends un film différent, mais on va encore me toper. L'étape 3 du voyage, c'est de rentrer chez moi et de me reposer. Je vais donc rentrer à Paris, 2 millions d'habitants. Et là, j'ai décidé d'aller regarder un film un peu plus costaud, donc Toy Story 4. Toy Story 4, pour info, c'était 100 heures de rendu moyen par frame. J'ai les sources, si vous avez des questions. Et du coup, ce que je suis allée faire, donc j'ai fait exactement le même raisonnement que tout à l'heure, que précédemment. Et donc là, je vous laisse un peu réfléchir au temps que je pourrais chauffer Paris avec Toy Story 4. Et en fait, je pourrais chauffer Paris pendant 6 jours et 9 heures avec Toy Story 4. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. J'ai fait le même calcul pour Angoulême avec Toy Story. Ce serait 177 jours. Bon. Ah, on peut faire des rafs et des radis très longues maintenant, c'est bien. Donc voilà, voici un petit tableau récapitulatif. Mais là pour conclure, j'ai pris en compte seulement le rendu d'animation 3D. Il y a aussi beaucoup d'autres parties de la production qui sont énergivores et qui dégagent de la chaleur et dont on pourrait récupérer cette chaleur de la même manière. On est en train de travailler sur un projet pour faire ça, notamment de stations de travail à distance dans le cloud. Et donc, ce sera des chiffres à recalculer avec de nouvelles estimations et de nouveaux produits. Et puis voilà. Et je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous souhaite un bon retour. Merci Ariane, pardon. Juste quelques questions, mais des mains se lèvent, donc je ne sais pas où sont les filles. Alors, il y avait une... Ah, d'accord. Après, au milieu, et ensuite devant, de ce côté. Alors, bonjour, Camille de Creativesite. Alors moi, j'ai une question, peut-être pour toute l'équipe ou un futur RAF. C'est, là, on parle de la production d'images.
Mais qu'en est-il de la diffusion et de l'évolution de la diffusion? On parlait des data centers. Il y a des milliers de graphistes dans le monde qui font des images, mais il y a des millions de consommateurs d'images, et bientôt de jeux vidéo, parce que ça passe de ce streaming. Est-ce que c'est un peu dans les plans futurs d'analyse? Parce que c'est peut-être compliqué à analyser. On voit le poids d'un data center. J'imagine que pour faire tourner en 4K sur nos foyers tous ces films sur Netflix et autres, ça a aussi un coût écologique et ce serait intéressant de le savoir. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des études sur ce sujet. Est-ce que tu t'es penché sur cette question, Ariane? Alors moi personnellement non, parce qu'en fait il y a quelque chose qui est très dur à tracer, c'est la consommation du transfert de données. Parce qu'en fait sur Internet on peut faire des hops de périphérique en périphérique, de hop en hop, et on n'est pas capable, à part en installant des outils un peu pointus, de tracer le trajet de la donnée en fait, de manière précise et de tracer la consommation qui est associée. Donc c'est des études qui sont en cours, il me semble. Il y a des chiffres qui commencent à sortir. Nous, on n'est pas... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais que ça existe et que c'est en cours d'analyse et de progression dans ce sens-là, en tout cas. Hop, bonjour, Dorian. Voilà. Bon, la question n'est pas facile à poser, mais en gros, Carnot, c'est plusieurs dizaines d'ingénieurs, c'est de la thune à mettre à disposer pour tous ces gens. Nous, en tant que studio, on a du mal à récupérer des ingénieurs, et quand on creuse un petit peu, en fait, d'où vient cet argent, le gros du chiffre d'affaires de Carnot est fait par du calcul financier. Donc je pose la question, en fait, combien d'Angoulême ça fait, combien de jours, justement, par rapport au chiffre d'affaires de Carnot là-dessus. Donc voilà, je sais que ça fait un peu comme si... moi, je suis vraiment pas à l'aise. Comme si, en gros, c'était un gros jugement de valeur. Ça l'est pas tant que ça, en fait. Je pose vraiment la question de manière sincère. Comment est-ce qu'on peut commencer à parler vraiment d'écologie quand finalement on se rend compte que réellement, pour financer ce genre de choses-là, on n'a pas le choix de passer par ce genre de prestations, voilà. Dorian, tu travailles dans un studio? Oui, je travaille chez Harry. Bon, alors du coup, je pense que Carnot va plus trop vouloir me parler, mais j'ai marqué indépendant en fait sur ma fiche. Et donc encore une fois, c'est pas tant particulièrement pour Carnot, c'est d'une manière générale. Je voulais juste qu'on précise les choses. Eh ben, écoute, on te tracera pas vu qu'il y a marqué indépendant. Mais non, l'idée c'est de fournir des infras plus intelligentes en termes de symbiose. Nous, ce qu'on attend, c'est de travailler avec vous, c'est de vous proposer ce service-là. Moi, je suis personnellement convaincue de l'écologie, c'est pour ça que je travaille avec Arnaud et c'est pour ça que je suis là. J'entends ta remarque, j'ai pas trop de réponse à y faire, à part que nous, on vous fournit ces services-là, on est à disposition pour vous écouter. On travaille beaucoup avec les banques qui sont très demandeuses de ce genre de choses. Donc, on travaille sur du calcul financier avec la BNP, la Société Générale, Natixis, qui amortissent ce qu'on peut faire, en tout cas en termes de calcul sur nos infras. Nous, on entend aussi ce côté-là, oui, c'est polluant, c'est vrai. Le cloud est polluant, c'est sûr. Moi, ce dont je suis convaincue, c'est que pour l'instant, il y a toujours besoin de faire du calcul. Il y a besoin de faire du calcul d'animation 3D, il y a besoin de faire du calcul financier, il y a besoin de faire du calcul de CFD, de mécanique des fluides, de plein de choses différentes, en fait, et que ces calculs, ils vont se faire quelque part. Donc, la conviction, c'est que tant qu'à faire, qu'il soit fait quelque part, au sens qu'il soit fait quelque part proprement, en tout cas de manière plus propre. Nous, on a mis en place une étude pour justement tracer ça, parce que oui, c'est bien beau, on vous dit, ouais, on est vertueux, c'est cool, blabla. Derrière, il n'y avait pas de chiffres, parce qu'on était convaincus du modèle, tout ça. Là, ça fait 2 ans que du coup, j'ai travaillé notamment sur un projet qui s'appelle Carbon Facts au sein de Carnot, avec un Q, parce qu'il y a des Q partout à Carnot. Et l'idée, c'était vraiment de retracer avec des capteurs combien on était capable de réduire en termes d'émissions carbone. Déjà, on ne va pas aller construire le data center, on ne va pas aller construire le bâtiment, on s'intègre dans des choses qui sont déjà existantes. C'est un truc en moins. On ne va pas refroidir, on ne va pas climatiser, ça veut dire que notre PUE il est plutôt bon. Ça veut dire qu'on ne va pas alimenter quelque chose qui va réduire, couper la chaleur. Il y a ça en compte. Et du coup, on est arrivé au chiffre de 80% de réduction de l'empreinte carbone du calcul, en fait, qui tourne sur nos infras. Donc, on est conscient que ce n'est pas zéro, ce n'est pas l'équilibre. De toute façon, cet équilibre-là, en attendant, on préfère faire des choses et essayer de les faire de la bonne manière, dans la bonne direction, que se dire on pollue, on va tout arrêter, quoi. Merci pour la réponse. Une dernière question rapide et non, il n'y avait plus. Ah ben non, alors voilà. Ah oh là là, mais oui, mais Géraldine, elle va me tuer. Une dernière alors vraiment. Ouais. Elle est où la dernière? Alors moi, je voulais juste savoir un truc, c'est comment vous balancez la charge de calcul en plein été.
Bonne question, parce que c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. On nous demandait beaucoup et comment vous faites l'été. Donc en fait, on avait des t-shirts avec marqué comment vous faites l'été, parce que ça devenait la question récurrente. Avant, on avait le radiateur. Donc en été, clairement, on n'avait plus d'infra, quoi. Maintenant, on a la chaudière. Et en fait, c'est vraiment notre force. C'est là-dessus qu'on est en train de se développer à fond. Alors, du coup, je fais un petit aparté. On a une chaudière qui se base sur le système OCP. Donc OCP, en fait, c'est de l'open compute. C'est de la récupération des ordis qui ont déjà été utilisés dans les GAFA et qui sont jetés tous les 2 ans. Donc on intègre ces ordis pour amortir le cycle de vie à nos chaudières. Bon, ça c'était le petit truc. Et sinon, l'hiver, ce qu'on fait, c'est que l'été, pardon, ce qu'on fait, c'est que les chaudières, elles vont alimenter des circuits de chaleur des immeubles toute l'année. En fait, tu as besoin toute l'année de douche, tu as besoin de machines à laver, tu as besoin de trucs qui ont besoin d'eau chaude. Et on dimensionne notre infra de manière à pouvoir fournir de la puissance de calcul l'été aussi. Donc dans des piscines, dans des réseaux de chaleur en Finlande. C'est pour ça qu'aussi on s'installe en Finlande, parce qu'il fait plus froid, il y a plus de besoin de chauffage. Et voilà. Moi, j'avais juste une remarque, mais du coup, c'est même pas une question, donc ça va aller vite. Je voulais dire 2 choses sympas pour finir quand même. Premièrement, ça va. Premièrement, que elle résiste. Les chiffres sont pas complètement faux, mais ça dépend évidemment beaucoup des productions. Et on sera ravis de donner des chiffres en plus. Et deuxièmement, autrement que donc Simon Vanesse d'Artefix, que Carnot a été utilisé sur un de nos courts-métrages étudiants qui était sur la déforestation, et qu'il y a eu une super interaction avec Carnot aussi pour nous aider à faire quelque chose de sensé sur un film. Donc voilà, c'était à noter aussi que ça marchait aussi avec les écoles. Voilà. Merci beaucoup Simon.